Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Lumière et Liberté, ou devrais-je dire plutôt la première. Effectivement, l'autre vidéo, celle donc qui précédait celle-ci, était plutôt orientée vers une introduction générale de la chaîne. Maintenant, cette vidéo sera plutôt une introduction générale des principes. Comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler de la philosophie, mais on va la définir et on va surtout expliquer son intérêt. C'est-à-dire que je considère que c'est la raison pour laquelle j'ai fondé Lumière Liberté. Par ailleurs, je me présente Justin Malédé et j'ai actuellement 20 ans. Tout l'objectif justement de Lumière Liberté, c'est de définir ce en quoi la liberté peut justement être la conséquence de la philosophie, et donc de cette lumière. Et donc justement, tout l'enjeu va être de définir différentes doctrines philosophiques, en présentant d'ailleurs ma pensée. Je ne vais pas simplement définir des courants, mais me baser surtout sur ce que moi je pense. Je vais me servir des courants comme un appui, plus qu'autre chose. Et donc justement, tout l'enjeu sera de marteler constamment ma pensée en prenant en compte tous mes biais, et c'est également l'objet justement des commentaires sur YouTube et sur mes différents articles, et tout justement l'enjeu sera donc de chercher ensemble à parvenir vers la vérité. C'est une chose dans laquelle je crois et j'espère qu'on pourra réussir par le biais de cette chaîne YouTube et tout simplement de mes futurs travaux et également simplement de mes autres réseaux sociaux. Alors, je considère que la philosophie, selon moi, est le meilleur moyen d'orienter sa vie. C'est l'objectif justement de ce cours. La manière dont ils seront structurés, c'est des cours d'environ 1 heure. Je me laisse la liberté, bien sûr, de faire un peu plus, un peu moins, mais c'est, je pense, une valeur qui est plutôt intéressante, ce qui permet d'être suffisamment long pour entrer tout de même dans le détail, mais sans pour autant trop rentrer dans le détail et rendre la chose ennuyeuse pour les personnes simplement qui ne veulent pas être trop techniques et justement pour ne pas être trop pointu, pouvoir maintenir tout de même une certaine fréquence. C'est quand même là l'objectif, c'est de varier simplement les différents thèmes sur lesquels je m'exprime. Maintenant, si je dois définir la manière dont j'ai évolué, ce sera la première partie de ce cours, c'est quand même une petite introduction de qui je suis. Je vais tout simplement faire en sorte qu'elle soit la plus courte possible, bien évidemment. La manière dont j'ai toujours voulu appréhender le monde, c'était par la raison, en permanence. J'ai toujours fonctionné de cette manière-là. Maintenant, l'outil que j'utilisais est un peu étonnant, dirons-nous. C'est-à-dire que pour comprendre le monde, j'utilisais la science. Là, on va me dire, mais effectivement, c'est normal. Qu'est-ce qu'il y a d'étonnant? Je pense qu'il y a deux questions qui sont extrêmement importantes, et la philosophie répond à l'une, la science répond à l'autre. Pour moi, la philosophie, elle répond au pourquoi. Et plus particulièrement, quand on va vers la théologie, ça peut être justement un moyen d'expliquer le pourquoi. Et tout l'enjeu de la science, c'est expliquer le comment. On ne dit pas philologie, on dit philosophie. La philologie, c'est autre chose. Et donc justement, la philosophie n'est pas une science, c'est une manière de réfléchir pour essayer de comprendre l'origine des choses. Et maintenant, on pourrait me dire, oui, mais la science est justement plus vraie au sens où on considère des vérités absolues. Ma première réponse à cela, c'est que est-ce réellement le cas? On a beaucoup de théories, et ça c'est très bien, mais au fur et à mesure des années, la science se développe et on arrive à contredire ces théories. En ce moment, j'enregistre là en 2023, en décembre 2023, en ce moment, la théorie du Big Bang, elle est décriée, elle est en train d'être décriée, et on va peut-être trouver une autre manière d'expliquer l'univers. Je n'ai jamais été convaincu par la théorie du Big Bang. On a cette question perpétuelle qui est celle de l'origine des choses, et en l'occurrence, le Big Bang, c'est bien, mais le Big Bang est la conséquence d'un mouvement, et donc ce mouvement, qui est la conséquence du Big Bang, qui a créé le Big Bang, lui-même est la conséquence d'un autre mouvement, etc., etc. Donc si on veut remonter perpétuellement, certains expliqueront par Dieu, et pour les athées, je ne sais pas comment le justifier. Je vais essayer, bien sûr, dans mon approche, d'être toujours le plus neutre possible sur des sujets comme la théologie, parce que ce n'est pas là l'objectif, c'est plutôt de philosopher, mais bien sûr, des fois, je vais devoir emprunter à différentes religions certains arguments. Donc, c'est là justement, selon moi, la limite de la science. C'est que
avec cette évolution perpétuelle, oui, on détient une vérité à l'instant T, mais il y a de fortes chances qu'elle évolue. Alors, bien sûr, la même chose est vraie en philosophie, mais la vérité est plutôt personnelle, plus qu'autre chose. C'est justement ça qui est très important, c'est qu'on définit notre vérité. Certes, il est plus difficile d'avoir une vérité absolue, on va dire qu'elle est plutôt relative, mais c'est justement après, avec la diversité des opinions, je reviendrai sur ce point après, que l'on va arriver à quelque chose d'absolu pour expliquer la question du pourquoi et non pas la question du comment. En réalité, la question du Big Bang, c'est une théorie qui explique plutôt comment l'univers a été créé, par justement ce mouvement de matière, mais pas vraiment sur l'origine même. Oui, c'est une théorie qui explique l'origine, mais elle n'explique pas pourquoi cette origine. On ne sait toujours pas pourquoi l'existence existe, en quelque sorte. C'est très moche à dire, mais c'est ça que l'on souhaite exprimer. Donc, la science, c'est très bien, la philosophie aussi. Et c'est justement tout l'enjeu de cette chaîne. Alors, ce cours spécifiquement, je vais l'orienter en 4 axes. Si on nommait l'introduction, je pense qu'on peut se le permettre. Et par contre, si on compte la conclusion, car je vais essayer de faire un petit résumé de ce qui a été énoncé. Donc, l'objectif est d'énoncer le caractère pratique de la philosophie. La philosophie, c'est comme la science, effectivement, c'est un moyen de comprendre le monde dans lequel on évolue. Mais en réalité, la philosophie, ce n'est pas que théorique, c'est aussi pratique. On peut par exemple critiquer les mathématiques en disant que c'est quelque chose d'abstrait, quand on rentre dans un certain degré de mathématiques. Et on a des sciences, comme physique par exemple, qui essayent de justement ramener un caractère pratique. Et bien justement, là, tout l'enjeu de la philosophie que je vais présenter, c'est de montrer sans quoi elle peut influencer nos actions. Et d'ailleurs, je reviens sur mon argument présent que je n'ai pas terminé, entre les actions, entre le pourquoi et le comment. Je me suis un peu perdu, mais en réalité, il faut que je revienne là-dessus. L'argument du comment, c'est très bien, mais l'argument du pourquoi, il permet de comprendre les causes. En comprenant les causes, on peut ajuster nos comportements pour arriver simplement en conséquence et être aligné avec ces causes. Donc la question justement de l'origine est extrêmement importante et en réalité, lorsque l'on souhaite construire un modèle pour expliquer un phénomène, il faut d'abord expliquer le pourquoi. Une fois qu'on comprend les causes, ensuite on peut expliquer comment ça fonctionne. Sinon, en réalité, ça n'a pas forcément trop de sens. Donc, justement, tout le fil de ce cours, ça va être de parler de la philosophie et de servir de base. Je reviens sur cette notion, je vais servir de base sur laquelle je vais construire tous les autres cours sur cette chaîne. J'en profite d'ailleurs pour dire que dans la description, vous trouverez tous mes réseaux sociaux. Donc, dès que je publie un cours, j'ai un article qui rentre dans le détail, qui parle justement de ce cours sur différentes plateformes, et je le mets également en podcast sur Spotify. C'est comme ça que je fonctionne. Donc, si par exemple vous souhaitez l'écouter en arrière-plan, c'est totalement possible, et c'est d'ailleurs une chose que je vous encourage à faire. Une écoute active est nécessaire. Maintenant, comme vous pouvez le regarder et le voir, la vidéo n'est pas forcément extrêmement intéressante, c'est surtout un jeune homme qui déambule. Est-ce que c'est réellement intéressant? Je ne pense pas. Maintenant que cette introduction est faite, on peut rentrer dans le vif du sujet. Et ça va peut-être vous rappeler des souvenirs universitaires ou scolaires, qu'importe, mais on va commencer par une définition. C'est extrêmement important, on l'a souvent rabâché, mais en réalité c'est la base. Un mot a un sens, maintenant, il arrive souvent que ce sens varie en fonction des individus avec lesquels on s'exprime, et donc il est nécessaire de définir les termes avant de continuer un raisonnement. Donc on va commencer par justement définir ce qu'est la philosophie, et ensuite on va pouvoir entrer dans pourquoi elle a un caractère assez pratique. La philosophie, la première définition, c'est une définition que l'on vous a souvent énoncée lorsque vous étiez au lycée. Si vous avez des cours de philosophie, normalement c'est le cas, mais maintenant avec toutes les réformes que l'on a dans le système universitaire et scolaire, est-ce encore le cas? Je ne sais pas. Et est-ce que c'est encore le cas pour longtemps? Encore une fois, je ne sais pas. Souvent, la définition que l'on emploie, c'est une définition qui est plutôt étymologique. L'amour de la sagesse, elle est extrêmement répandue, cette définition, mais il y a un petit problème. Elle ne répond pas vraiment en fait à la question de la philosophie. Parce qu'elle implique une autre définition, celle de la sagesse. Et là, c'est compliqué de définir ce qu'est la sagesse, on rentre déjà dans un débat philosophique sans même savoir ce qu'est la philosophie. Et donc,
Cette définition, je ne l'aime pas forcément. Maintenant, si on doit définir la sagesse, on peut le faire en deux angles. Et c'est justement ce que je disais dans mon introduction. Je vais essayer de minimiser tout de même la part de religieux, de théologie là-dedans, mais pour en penser comme la sagesse, qui revient énormément, par exemple, dans le livre de l'Ecclésiaste, donc dans la Bible et l'Ancien Testament, il est quand même nécessaire de faire un peu la distinction, car en fonction de vos croyances, eh bien, cela peut influencer la manière de vous percevez les choses, et donc la philosophie, car justement la sagesse est étymologiquement au cœur de celle-ci. Donc si je dois prendre une définition séculaire de la sagesse, ce n'est pas forcément une connaissance intellectuelle pure, mais c'est la capacité à mettre pratiquement en place celle-ci, et ça englobe tout simplement une compréhension pragmatique de la vie. C'est une définition qui est un peu vague, mais tout l'objectif c'est d'avoir quelque chose de concret. C'est une connaissance, oui, mais cette connaissance justement a ce caractère pratique que l'on met en place. Si maintenant je dois prendre une définition qui est plutôt religieuse, ce serait prendre en compte la volonté de Dieu et s'y soumettre. Et c'est justement pour contribuer à ce bien supérieur qui est justement l'une des définitions de Dieu, on pourrait dire. Donc il y a forcément un lien avec le spirituel, forcément, c'est une définition religieuse. Donc ça, c'était la définition de la philosophie, et j'ai lu bien évidemment également définir Sophia, la sagesse. Maintenant, il y a aussi une définition que je préfère, que j'ai trouvée avec Frédéric Delavier. Est-ce qu'on peut le définir comme philosophe? Je ne sais pas, mais j'aime beaucoup la manière dont il définit la philosophie. Et c'est une définition qui correspond parfaitement d'ailleurs aux temps anciens, notamment avec les Grecs. Et donc il définit la philosophie comme une observation du monde, ça c'est la première chose, et de tirer des conclusions à partir de cette observation du monde. Et ce que cela implique, c'est premièrement, il n'y a aucun prérequis pour la philosophie, c'est pas comme une science comme les mathématiques, où il faut apprendre tout ce que l'on connaît déjà pour ensuite pouvoir ajouter notre pierre à l'édifice, car sinon on va juste passer des années à travailler sur une chose qui a déjà été prouvée. Et également, tout simplement, et là c'est commun avec la philosophie, c'est qu'en apprenant tout ce qui a déjà été fait, on va pouvoir enrichir notre propre culture. Et c'est à partir de cet enrichissement que l'on va pouvoir ensuite contribuer à améliorer sa pensée et également simplement améliorer la conséquence de nos pensées. Donc, je préfère cette définition, et justement en enlevant cet élément de diplôme, par exemple, où il faut nécessairement un diplôme pour être philosophe, eh bien, il y a quelque chose de très intéressant, c'est qu'on reconnaît que justement, les Grecs notamment, qui basaient la plupart de leur philosophie, il faut le dire, effectivement pour certains sur la religion, mais également sur l'observation. Là, c'est quelque chose qui est extrêmement important à prendre en compte. Parce que l'observation, elle était nécessaire dans justement la manière dont les Grecs percevaient le monde et philosophaient. Et donc justement, c'est par l'observation du monde et l'empirisme que on va pouvoir philosopher. C'est une sorte d'utilitarisme, de positivisme, excusez-moi. Justement. Maintenant, j'ai parlé de perception. Et la perception, c'est quelque chose de subjectif. Le principe même de la perception. Et là, justement, il y a quelque chose à prendre en compte. C'est que notre perception est sujette à des biais. Et donc, l'un des aspects les plus importants du philosophe, c'est sa pensée critique. C'est sûrement la chose la plus importante pour un philosophe. Et je vais ici divaguer un peu et parler de la raison humaine. Et je vais essayer de ne pas trop en parler, car c'est premièrement quelque chose qui me fascine énormément. Alors là, vous allez dire que ça n'a aucun sens, mais surtout parce que je le réserve pour un autre cours. Et premièrement, je ne veux pas faire en sorte que celui-ci soit trop long, et je ne veux pas également trop en dire sur justement le cours futur. Donc, la première chose, lorsque l'on considère que l'on a raison, on est persuadé d'avoir raison. C'est par définition. Le fait est que lorsque l'on a tort, on considère également que l'on a raison. Et à partir de ce moment-là, en fait, de manière émotionnelle, dirons-nous, dans tous les cas, on est persuadé que l'on a raison, mais de manière rationnelle, en réalité, lorsque l'on est persuadé d'avoir raison, c'est sûrement le moment où, en fait, on doit considérer que l'on a le moins raison.
C'est quelque chose qui est extrêmement important à prendre en compte. Ensuite, il y a aussi la question de la limite de la raison. Nous ne sommes pas l'intelligence suprême. Si je refais un lien avec la théologie, l'intelligence suprême, c'est Dieu. Mais quand bien même on est athée, on peut très facilement reconnaître que l'humain n'a pas l'intelligence suprême. On a peut-être l'intelligence supérieure par rapport aux autres êtres vivants. Maintenant, où est-ce que cette intelligence nous mène? Est-ce qu'elle nous mène à l'édification d'un monde meilleur? Oui. Est-ce qu'elle nous a mené à la création du monde, à la compréhension totale de celui-ci? La réponse est non. Donc nous n'avons pas une intelligence suprême. Et à partir de ce moment-là, eh bien, ça veut dire que l'on reconnaît que l'on pourrait être plus intelligent. Et de toute façon, on peut le voir rien que dans les humains, on a une disparité qui est tout de même plutôt importante dans la répartition de l'intelligence. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et donc, cette limite de la raison, enfin en tout cas de l'intelligence et donc par conséquent de la raison, elle est intéressante à prendre en compte. Ça veut dire que même lorsque l'on considère que l'on a raison et que l'on nous a prouvé que l'on avait raison, on n'est toujours pas sûr d'avoir raison. En réalité, on ne l'est jamais. Et c'est justement un continuum sur lequel il faut se placer, c'est-à-dire, bien sûr, d'avoir le plus possible raison par rapport à avoir le moins possible raison, bien évidemment, pour s'en rapprocher le plus possible. Maintenant, même quand on y est, en réalité, le fait d'avoir raison, ce n'est pas forcément la vérité. Parce que cette vérité, elle peut être en réalité plus complexe, et avec les outils que l'on possède actuellement, on ne peut pas comprendre cette réalité complexe. Également, il y a nos biais cognitifs qui rentrent en jeu, et notre perception, on pourrait dire oculaire, mais également simplement intellectuelle, des sujets, eh bien forcément est influencée. On peut faire un lien avec la sociologie, la psychologie, sur ce genre de choses. Donc, le fait est que pour arriver à la vérité, et je refais un lien avec mon introduction, j'avais mentionné l'idée de perspective multiple. Car c'est justement en ayant un horizon de pensée qui est le plus grand possible que l'on va pouvoir s'émanciper des biais. En tout cas, il y a plus de probabilité que ce soit le cas. Bien sûr, tout ce que je dis, c'est soumis à mon argumentation. Donc quand je considère que j'ai raison, il faut le prendre avec des pincettes, car c'est possible que ce ne soit pas le cas. Maintenant, il y a certaines vérités sur lesquelles on a basé tous nos raisonnements, ce qu'on appelle les axiomes en mathématiques, et c'est justement ce sur quoi je base mon raisonnement, notamment. Donc, justement, eh bien, la perception est quelque chose de subjectif, et par ailleurs, notre raison l'est. Et donc, il faut être critique par rapport à tout ce que l'on dit, et une question qui peut être intéressante également à se poser pour étayer nos pensées, c'est « et si j'avais tort ?» et essayer de voir les conséquences, tout simplement, eh bien, du fait de se tromper. Maintenant, je vais rentrer dans la première partie officiellement, après avoir défini la philosophie. Cet aparté était extrêmement long, mais nécessaire. Et donc, ce premier réel chapitre va parler tout simplement et traiter de l'utilité pratique de la philosophie. Et donc, justement, la pensée critique, comme je vous l'ai dit, elle est au cœur de la philosophie, donc il faut comprendre les bases de la pensée critique. La première chose, c'est que la pensée critique nécessite de l'humilité, et c'est lié au raisonnement que je viens de vous faire. C'est-à-dire que nous savons que nous pouvons nous tromper à tout moment. Et c'est justement cela qui fait que, oui, on est persuadé d'avoir raison, non, on n'a pas raison pour autant. Je ne vais pas forcément rentrer dans tous les détails car je viens de le faire, mais la conclusion qu'il faut en tirer, c'est que la force de la conviction n'a aucun impact sur la force de l'argumentation. Je répète cette phrase parce qu'elle est extrêmement importante. La force de la conviction n'a aucun lien avec la puissance de l'argumentation. Et donc, justement, la question que j'avais posée, c'est « et si j'avais tort ?» Et ça, il faut la prendre en compte en permanence dans les réflexions. Et donc, lorsque nous sommes seuls à réfléchir sur un sujet, les conséquences liées à la question « et si j'avais tort ?» elles sont plus grandes que si ce n'était pas le cas, donc si on avait réfléchi à plusieurs.
Alors, ce que je viens de dire, ça peut paraître extrêmement abstrait, extrêmement flou. C'est pour ça que je me permets de le justifier. À la question « et si j'avais tort ?» se pose donc celle des conséquences de nos pensées, donc des actions qui découlent de nos pensées, si on veut être un peu plus précis. Donc, admettons que l'on considère que X est vrai. Si X est vrai, selon nous, alors la conséquence que l'on va mettre en place cette action va avoir telle conséquence. Et si Y est vrai, alors on va mettre en place une autre action qui, elle, aura en place des conséquences. Et c'est justement quelque chose qui est très important à prendre en compte dans la manière et dans le caractère pratique de la philosophie. C'est-à-dire que j'ai expliqué la nécessité de la pluralité des opinions, de la diversité de celles-ci pour avoir un maximum simplement de perspective, réduire les biais, se rapprocher de la vérité. Et donc justement, à la question « et si j'avais tort ?» moins il y a de personnes qui réfléchissent, plus la chance que l'on se rapproche de la vérité diminue. Et donc il est nécessaire de ce point de vue-là d'augmenter la proportion de précaution à la réponse « et si j'avais tort ?» Et donc justement, avant de s'engager dans des actions extrêmes suite à nos pensées, il est bon de parler avec des personnes qui ont une opinion variée et qui diffère de la nôtre, et qui ont un mode de vie qui diffère du nôtre, pour essayer de voir comment une autre personne pourrait envisager le même sujet. À partir de ce moment-là, eh bien, on pourrait tout simplement se dire que, alors là, si on arrive à un accord, on a plus de chances d'être proche de la vérité. Par conséquent, les conséquences extrêmes de mes actions extrêmes, il y a plus de chances qu'elles soient désirables. Et donc, de ce point de vue-là, justement, c'est quelque chose de très pratique, la philosophie, c'est que par cette réflexion multiple, on peut arriver à mettre en place des actions qui sont, le plus possible, proches de la vérité. Alors, bien sûr, tout ce que je dis ça repose sur une hypothèse qui est extrêmement importante, c'est que tout le monde, dans le débat avec ses perspectives multiples, comprend l'enjeu même d'un débat. Et l'enjeu d'un débat n'est pas de gagner, ça c'est de la politique, mais se rapprocher de la vérité, ce que je viens de mentionner, c'est de la philosophie. Et c'est ça qui est extrêmement important. Donc, la pensée critique est extrêmement nécessaire, et si l'hypothèse que je viens de mentionner n'est pas vraie, alors tout le raisonnement tombe à l'eau, et autant oublier les pratiques de la philosophie. Et donc justement, si on parle de pensée critique, on parle également de remise en question. Et ça rejoint encore une fois, et j'ai envie de vous dire, c'est normal, c'est fait exprès, la capacité de remise en question. La remise en question en permanence de ce que l'on fait, c'est le meilleur moyen d'apprendre. C'est le cas dans toutes les disciplines, on le rabâche dans toutes les disciplines. En mathématiques, on fait des exercices. Avec ces exercices, on se rend compte que l'on peut avoir faux à certains endroits, on peut avoir des lacunes dans certains domaines. Par conséquent, on va pouvoir corriger ces lacunes. Dans le cadre du sport, en répétant une certaine action, eh bien, on va voir simplement, en fonction de la conséquence de notre action, eh bien, on va pouvoir se rendre compte qu'on a fait le bon geste ou non. Par exemple, si on fait du foot, si on rate le but, c'est qu'on va tirer de la mauvaise manière. C'est obligatoire. Et donc, par conséquent, il va falloir améliorer la manière dont on tire, et par essai erreur, on va pouvoir déterminer quelle manière de tirer la plus optimale. Après, il faut également, je ne vais pas rentrer dans un débat tout ici, parce que premièrement, je ne m'y connais pas assez, et deuxièmement, parce que ça n'a aucun intérêt pour cette vidéo. Mais après, il faut également prendre en compte la position et notre vitesse, mais qu'importe. Et c'est donc justement par cet essai-erreur, cette remise en question permanente, du geste que l'on fait, qu'on peut s'améliorer en sport et dans tous les autres domaines. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement à prendre en compte. Également, pour avoir cette remise en question permanente, il faut considérer en permanence, et ça c'est nécessaire, que nous avons une part de responsabilité. Et c'est là que la question de l'autorité doit rentrer en jeu. C'est-à-dire que lorsque nous considérons que c'est la personne au-dessus de nous qui détient la responsabilité, ce qui est le cas dans le système hiérarchique, on pourrait être tenté de dire « c'est pas de ma faute, c'est la faute du chef ». Et ça peut être un grand problème. Alors, dans la hiérarchie, c'est justement lui le chef, qui va assumer la responsabilité des actes. Maintenant, pour tirer des leçons, est-ce que la responsabilité, c'est vraiment celle du chef? Il y a forcément une part de responsabilité personnelle. Qu'importe ce qui est fait, même si l'on n'est pas impliqué dans une situation, justement notre absence
peut avoir un impact. Et donc, qu'importe ce que l'on fait, il faut considérer que l'on a une part de responsabilité pour pouvoir tirer de bonnes conclusions, pour pouvoir s'améliorer et donc tout simplement avoir ce caractère pratique de la philosophie. L'apprentissage, c'est extrêmement important, et c'est bon pour le cerveau, on pourrait dire. Maintenant, si un apprentissage n'est que théorique, il ne sert pas à grand-chose, il faut l'appliquer par la suite. Sinon, autant ne rien apprendre, autant faire autre chose. C'est quelque chose de très important à prendre en compte. Et donc, on pourrait par exemple parler de vidéos comme celle-ci. Si simplement vous la regardez, c'est bien, vous allez développer une certaine connaissance sur le caractère pratique de la philosophie, en tout cas une certaine opinion, c'est la mienne. Maintenant, si cela ne change pas vos actions, cette vidéo, pour moi, elle a servi. Pour vous, peut-être pas. En tout cas, pas autant qu'elle pourrait l'avoir. Donc, un exemple de cette capacité à remettre en question en permanence, c'est le doute cartésien. C'est la base, je pense, philosophique de cette remise en question permanente. Et justement, elle fait un lien avec ma définition philosophique qui explique pourquoi la cause d'un phénomène, justement, toutes nos croyances qui sont inscrites en nous, eh bien, si on arrive à avoir ce doute par rapport à celle-ci et à les comprendre, alors on va pouvoir comprendre comment nous, on fonctionne. Et en pouvant comprendre comment nous, personnellement, nous fonctionnons, on va pouvoir changer la manière dont, justement, nous fonctionnons. Alors, je pense que le doute cartésien, il est bien, justement, d'un point de vue personnel. Il peut causer une certaine instabilité sur le court terme, à long terme, il va être bénéfique. D'un point de vue sociétal, je suis beaucoup moins pour, parce qu'une instabilité va avoir beaucoup plus, et quand je dis beaucoup plus, c'est que je pèse mes mots, et elle va avoir beaucoup plus d'impact sur le monde dans lequel on vit. Donc ça, il faut le prendre en compte. Mais justement, ce doute cartésien sur notre système de pensée, il est extrêmement important. Et donc je pense que justement, remettre en question toutes les croyances qui sont le fondement de notre personne, si l'on veut évoluer, c'est nécessaire. Et donc, il y a chez Jordan Peterson, c'est un psychologue, je crois bien, psychanalyste, psychologue, je crois bien, canadien, extrêmement connu. Je pense que si vous me regardez, il y a forte chance que vous le connaissiez. Il est bien plus connu que moi. Si vous parlez à quelqu'un dans le rue, il y a beaucoup de chances qu'ils le connaissent et très peu de chances qu'ils me connaissent. Ce n'est quasiment plus le cas, qu'importe. En tout cas, dans l'état actuel des choses, mais je m'égare. Mais Jordan Peterson, justement, il a cette phrase qui est extrêmement intéressante. C'est une phrase anglaise, bien évidemment. C'est You must kill yourself to grow. C'est pas exactement ça la phrase. Et la traduction en français, c'est alors, your old self. D'ailleurs, ça, j'ai dit yourself. C'est your old self. Tu dois tuer ton ancien toi pour aussi pouvoir renaître. C'est un peu le phénix, en quelque sorte. Mais à partir du moment où tu as encore de ton ancien système de valeurs, bah, tu vas adhérer à celui-ci et donc tu vas mettre en place les mêmes actions, car tes actions sont liées à tes valeurs. Et donc, par conséquent, eh bien, il y aura un problème, en tout cas une stagnation, ça c'est pour sûr. Et donc, justement, c'est quelque chose qui est très nécessaire. Ma structure de phrase, d'ailleurs, précédente, était très anglaise, mais qu'importe. C'est quelque chose de très important que de détruire ce que l'on était auparavant pour pouvoir poser de nouvelles bases sur lesquelles on va pouvoir ensuite progresser. Et donc, c'est justement la combinaison de Descartes et de Peterson, on pourrait dire, qui va permettre d'avoir cette remise en question permanente et d'avoir ce caractère pratique de la philosophie. Donc, ce que l'on pourrait faire pour tout simplement se rapprocher de la vérité, c'est mettre en place une approche scientifique. Et là, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je veux dire par cela? Une approche scientifique, c'est vouloir prouver que quelque chose est faux, et si je n'arrive pas à prouver que c'est faux, alors c'est vrai. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant, justement, d'un point de vue philosophique également. C'est de considérer que si je n'arrive pas à prouver que mon opinion est fausse, alors elle est vraie. Bien sûr, ce n'est pas forcément vrai, c'est-à-dire qu'on peut omettre certains détails, et c'est justement là l'un des points clés, c'est que, étant donné que c'est notre opinion, on a tendance à vouloir être sympathique, on va dire, avec soi-même.
Le problème, c'est que comment peut-on simplement réellement prouver que notre opinion est vraie? C'est en essayant de la détruire le plus possible. Donc ce n'est pas en étant sympathique avec notre opinion et nous-mêmes que l'on va pouvoir considérer que ce qu'on pense est vrai. Et ce qu'il va falloir faire, c'est justement chercher le plus possible à se faire du mal, entre guillemets, pour ensuite parvenir à une vérité philosophique, en tout cas un semblant de vérité philosophique. Et donc si on n'arrive pas à démontrer qu'on a tort, alors on a raison. Maintenant, dans tout ça, il y a une chose qui est extrêmement importante, c'est la distinction entre la source et la preuve. Je saute un peu du coq à l'âne, mais c'est quelque chose qui est extrêmement important. Parce que normalement, un mode de pensée, une pensée est basée sur une source. C'est-à-dire que pour justifier la chose à laquelle je pense, la chose que je pense, si on veut être un peu plus français, eh bien, je dois justement avoir une origine de cette pensée. Alors, justement, on va parler des mathématiques, des axiomes mathématiques. Je me base sur cet axiome pour tirer la conclusion que X est vrai, qu'importe. On pourrait par exemple parler de l'axiome de la parallélité de droite pour ensuite certains systèmes géométriques. Ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Donc, il faut toujours faire en sorte que la source qui est celle de notre pensée soit bel et bien une source et qu'elle agisse comme une preuve. On vit actuellement dans l'époque de la source. J'ai actuellement 20 ans, donc je suis dans mes études supérieures. Je ne sais pas comment c'était le cas auparavant, mais je pense que c'était similaire, mais un peu moins développé. Mais lorsque l'on avance en argument, il est nécessaire pour nous de mettre une source. Jusque-là, tout va bien. C'est justement, je trouve, cohérent. Le problème, c'est que on vit dans une époque où on peut créer une source. Je peux aller sur un réseau social, écrire un article où je dis n'importe quoi. J'écris dans mon article ensuite universitaire que X est vrai. Je cite mon article fallacieux et frauduleux que j'ai écrit sur mon réseau social. Je le mets en tant que source. Et à partir de ce moment-là, ce que j'ai dit est forcément vrai. Pas vraiment. Premièrement, il faut prendre en compte que la source, qui est la nôtre, eh bien, doit nécessiter elle-même une source, et on remonte en permanence. Et donc on pourrait dire effectivement que certaines sources manquent de la source originelle, car effectivement la toute première source, elle-même n'avait pas de source, si ce n'est l'empirisme, on pourrait le dire. Ça, c'est la première chose, mais en tout cas, il faut également faire en sorte que la source qui est la nôtre, donc la source primaire, on va dire, et pas celle qui précède, il faut faire en sorte que cette source-là agisse comme une preuve et qu'elle soit suffisamment forte et étayée pour que justement elle justifie notre argument. Sinon, cette source ne sert à rien. Donc ça, c'était pour la partie développer sa capacité de remise en question. Maintenant, la philosophie, elle a également un troisième aspect, et c'est justement l'un des aspects des titres de la vidéo, agir. Elle permet d'agir, et l'action est la conséquence de la prise de décision. Et donc justement, l'un des enjeux de la philosophie, c'est d'améliorer cette prise de décision. Donc, la conséquence de l'action est la clé dans laquelle tout comportement s'inscrit. Une phrase que j'ai écrite sur mes notes, et j'aime énormément cette phrase. Il faut à chaque fois la garder à l'esprit. La manière tout simplement dont justement la philosophie peut être intéressante, c'est par tout simplement la question du sens de la vie. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans la vision de celle-ci, bien que je vais tout de même la présenter dans cette vidéo. Premièrement, je dirais qu'il faut, je sors un peu du cadre de ce que je voulais dire, mais il faut en permanence avoir un but pour orienter nos actions, sinon nos actions ne sont orientées vers rien du tout, ce qui est impossible. Donc on a en permanence un but, et plus ce but est défini, mieux c'est, car plus on va pouvoir contribuer à ce qui nous est cher. Ça, c'est la première chose à prendre en compte. Maintenant, effectivement, ce but peut évoluer, et l'une des questions qui émergent, c'est à quel point peut-il évoluer? À quelle fréquence, par exemple? Parce qu'effectivement, si l'on change en permanence de but, on n'avance jamais.
Donc il faut avoir un but. Maintenant, effectivement, il y a des situations dans lesquelles il faut changer, et donc justement, il faut trouver cet équilibre. Maintenant, je me suis perdu. En tout cas, j'ai divagué, mais ce que je voulais dire, effectivement, c'est que la manière dont je perçois la question du sens de la vie, c'est comme la base de la philosophie. C'est-à-dire que c'est une pyramide inversée. En haut, on a la question du sens de la vie, et pour avoir une philosophie de vie pratique, on va commencer par cette, justement, question, et ensuite tout le reste va procéder. C'est-à-dire que l'on a la vision de la vie, qui est la base sur laquelle on définit notre système de valeurs. À partir de cette vision de la vie et de ce sens qu'on lui attribue, ou que l'on considère qu'il nous est attribué par ailleurs si on est religieux, on pourrait dire ensuite qu'on va définir des buts. Donc par exemple, si je souhaite, on va prendre un sens de la vie qui est extrêmement commun dans la société actuelle. Le sens de la vie, c'est d'être heureux. Ça ne veut pas dire grand-chose, selon moi, mais qu'importe, et je vais en parler par la suite. On va dire que le but de la vie, c'est d'être heureux, c'est le sens de la vie. Ensuite, mes buts, ça pourrait être de mettre en place, par exemple, une routine sportive régulière, car on sait avec des études que ça contribue au bien-être. Très bien. Et donc, ça, c'est le but. Et les actions, ça va être faire du sport, on va dire, 3 fois par semaine, qu'importe. Ça, c'est les actions. Ensuite, peut-être avoir une alimentation un peu plus équilibrée, qu'importe. Et aussi, peut-être lire des affirmations positives, c'est quelque chose de très... c'est la mode. Il y a du vrai, il y a du faux. Mais le fait de se répéter une certaine action, ça peut l'ancrer dans le cerveau, se dire, en parlant, je vais faire du sport, je vais faire du sport, je vais faire du sport. Ça peut augmenter notre motivation. Après, la meilleure chose à faire, c'est tout de même de ne pas réfléchir et d'y aller. C'est plus facile à dire qu'à faire, j'en conviens. Qu'importe. Mais donc, effectivement, ça, c'est la manière dans laquelle la philosophie peut être extrêmement pratique. C'est en répondant à cette question du sens de la vie, en tout cas du sens qu'on lui accorde, qu'on va pouvoir ensuite avoir des actions qui découlent progressivement et qui tout simplement contribuent à avoir une vision de la vie qui soit cohérente. Si maintenant je veux expliquer ma vision, car c'est quand même ce que j'ai dit un peu auparavant, je veux rendre la vidéo tout de même en pratique et pas que théorique, je m'inscris dans une démarche, je dirais, utilitariste de Bentham. Je ne vois pas forcément le bonheur collectif comme la fin, mais en tout cas le collectif comme la fin de mes actions. Et je pense que, premièrement, de manière idéaliste, effectivement, la chose qu'il faut prendre en compte, c'est que si chacun sacrifie, quand je dis chacun, c'est l'intégralité des personnes sur la planète, sacrifie ses intérêts pour les intérêts d'autrui. Alors, effectivement, il y a cet équilibre où je vais sacrifier de mes ressources pour les donner à autrui. Donc, autrui va gagner du positif, et moi, on pourrait dire que je gagne du positif car j'ai la satisfaction d'avoir aidé quelqu'un, bien que, effectivement, j'ai perdu des ressources. Mais en même temps, si tout le monde aide tout le monde, alors la personne simplement que j'ai aidée, il y a une chance qu'elle me le rende, et également que les personnes autour de moi me rendent aussi quelque chose. Donc en réalité, ça compenserait mon sacrifice et on vivrait dans un monde avec, on va dire, un cercle vertueux qui pousse à l'amélioration permanente. Maintenant, je suis bien conscient que c'est un scénario idéaliste, qu'il n'y a aucune chance que cela arrive, premièrement parce qu'on est humain, et que le bien n'est pas forcément le but de tous, et ensuite que justement, rationnellement, on réfléchit tous de manière différente, et donc justement par nos différentes perspectives de vie, on arrive tous à des conclusions différentes quant à l'objectif de la vie. Donc est-ce que je considère avoir raison? Est-ce que c'est réellement le cas? Mon argument que j'utilise souvent quand je démontre ma vision de la vie, c'est celui de l'individualité, enfin du choix entre l'individualité et le collectif. Il y a un argument en tout cas un petit jeu moral qu'on fait souvent, lorsqu'il y a un train et qu'il y a 2 voies possibles. Sur la voie de gauche, il y a une personne, admettons, un membre de votre famille, souvent ce qu'on fait, et à droite, il y a 5 personnes. Et donc, dans tous les cas, vous allez rentrer dans l'un des groupes, lequel choisissez-vous? Donc là, la question morale, c'est oui, on va tuer plus de personnes, mais il y a également cette notion de proximité. Avec l'amour, c'est vrai. De ce point de vue-là, effectivement, la personne nous a tellement donné que l'on est obligé de lui rendre, même si ça veut dire sacrifier le collectif. Maintenant, d'un point de vue tout simplement purement personnel, soit la personne à gauche c'est vous, soit c'est le groupe. Et pour moi, la chose la plus rationnelle, c'est forcément de choisir le groupe. En l'occurrence, je ne vais pas imposer ma vision de la vie à ma famille. Donc, effectivement, de ce point de vue-là,
je sauverai la personne qui m'est la plus proche, parce que je ne veux pas imposer ma vision de la vie. Maintenant, d'un point de vue rationnel, effectivement, il faudrait plutôt sauver 5 personnes qu'une. Bien, c'est la même chose. Si vous êtes à la place de la personne, normalement, vous allez dire le train vient sur moi et on va essayer de sauver les 5 autres personnes. Bien, c'est exactement la même chose pour le reste des actions de sa vie. C'est de faire en sorte que si mon action contribue à une détérioration de ma condition de vie, mais qu'elle permet d'améliorer celle d'autrui, et quand je dis autrui, c'est par ailleurs, j'englobe plusieurs personnes, et bien par conséquent, cette action, elle a simplement une balance positive. Maintenant, il y a une question effectivement à laquelle il faut répondre, c'est plutôt compliqué. Si je veux perpétuellement avoir cet impact positif sur le collectif, la chose qu'il faut prendre en compte, c'est que pour pouvoir aider autrui, je dois moi-même pouvoir être dans une situation favorable. Si je ne suis pas dans cette situation favorable, je ne peux pas aider autrui. On peut faire un lien, par exemple, avec la pyramide de Maslow. Elle est un peu décriée, mais c'est pas grave pour en tout cas cet argument. Mais il faut d'abord pouvoir tout simplement avoir nos besoins primaires qui sont remplis pour ensuite pouvoir aspirer à quelque chose de plus grand. Si je n'ai pas satisfait certaines de mes conditions de vie, si je ne suis pas capable de vivre dans des conditions normales, il est impossible pour moi de pouvoir apporter mon aide à autrui, car la seule chose qui compte, c'est me sauver moi personnellement. Donc il faut être dans une démarche où on a suffisamment de ressources pour pouvoir en donner à autrui et tout de même être dans une vie simplement où on peut tout de même avoir les ressources nécessaires pour être dans des conditions qui sont simplement saines. Voilà. Et donc justement, il y a tout de même certaines questions d'individualité, selon moi, qu'il faut garder en compte, mais c'est en contribuant à ce bien commun, selon moi, que l'on peut contribuer à l'édification d'un monde meilleur, et c'est selon moi la conséquence. Tout mon système philosophique est basé sur l'hypothèse que le but, c'est de faire le bien. C'est dur à justifier d'un point de vue rationnel. Maintenant, entre le bien et le mal, forcément, ce que l'on veut choisir, c'est le bien. C'est le code moral dans lequel je m'inscris. Et donc, justement, ce que je viens de dire, ça permet de faire parfaitement la transition vers ma troisième partie. Enfin, ma deuxième partie, si on nommait l'introduction, donc, c'est celle de la philosophie, de la vision du monde. Comment, tout simplement, certains modes de pensée philosophiques peuvent impacter ma manière de penser. Je vous ai présenté actuellement ma manière de penser, qui est plutôt utilitariste que du courant de Bentham. Maintenant, il y a beaucoup d'autres modes de pensée. Je vais vous faire une petite liste. Et ensuite, vous pourrez voir comment, justement, une pensée peut avoir un impact sur nos actions. C'est justement donc le caractère pratique. Je répète en boucle cela, mais c'est très nécessaire pour notre cours. Donc, la première chose qu'on pourrait dire, c'est par exemple le stoïcisme. La manière dont les stoïciens voient le monde, je vais le dire à l'anglaise, donc je me suis quand même retenu, mais la manière dont les stoïciens voient le monde, c'est qu'il faut accepter les choses telles qu'elles sont et ne pas les laisser nous influencer. Et donc justement, au lieu de chercher à répondre à notre environnement, on va plutôt être dans une démarche d'acceptation. C'est une démarche qui est plutôt individualiste, il faut le dire, c'est le cas du bonheur, on pourrait dire, par justement l'acceptation de ce qui est, et une quête de la tranquillité, effectivement, et de volonté de calmer les ardeurs qui sont les nôtres. Ça, c'est le stoïcisme, donc la manière de pouvoir orienter notre vie, c'est plutôt dans une vie passive, il faut le dire. On pourrait également parler de l'existentialisme, effectivement, de Sartre, de Jean-Paul Sartre, où c'est justement par la liberté individuelle que l'on va pouvoir mettre en place les actions qui façonnent le monde dans lequel on vit. Je reviens sur Jordan Peterson, dont je parlais précédemment. L'un de ses arguments également, qui met beaucoup en avant, c'est « You become what you do ». Tu deviens ce que tu fais. Donc initialement, si tu commets, on va dire, une action négative, tu n'es pas cette action négative. On peut dire qu'il y a un environnement qui t'a poussé à faire cette action. Oui, tu as le libre arbitre, en tout cas c'est ce que je pense, mais l'action, on ne devient pas cette action. Maintenant, en répétant constamment ce cercle vicieux, eh bien, on va devenir, car l'acte va avoir les conséquences sur nous, c'est
Effectivement, si on fume une fois, par exemple, ça a des conséquences négatives sur la santé, mais les chances que j'ai un cancer du poumon, elles n'augmentent que très peu. Après, effectivement, toute cette réaction en chaîne, justement. Et si on fume suffisamment de fois, on peut dire qu'on est un fumeur. Bon, je n'ai jamais fumé, mais tout, j'ai fumé une cigarette dans ma vie. C'est pas pour autant que je suis un fumeur. Par contre, effectivement, si j'ai fumé suffisamment de fois pour que j'ai ce cercle vicieux qui soit ancré, que j'ai ce besoin de fumer, alors je peux me définir comme fumeur et donc je suis devenu ce que je fais. Et c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et justement, je fais ce lien un peu avec l'essentialisme, où on devient, enfin le monde devient ce que l'on fait. C'est-à-dire que, personnellement, on va dire que j'ai fumé, je fume suffisamment de fois, et ensuite je deviens, on va dire, un fumeur. Et bien justement, si moi j'ai un impact sur le monde, ensuite les conséquences, c'est que si je répète cet impact, le monde va devenir, enfin, en tout cas, il va être impacté en permanence par mes actions, donc par conséquent, je vais pouvoir façonner le monde extérieur, et c'est un argument qui pourrait être intéressant pour les existentialistes. Donc je pourrais reparler effectivement de l'utilitarisme, dont le but est le bonheur collectif, mais j'ai déjà expliqué ma vision de ce point de vue-là. On pourrait également parler, encore dans une démarche de bonheur, peut-être de l'épicurisme, dont l'objectif, et considère que justement le but de la vie est le bonheur. Pour moi, d'ailleurs je ne l'ai pas précisé, mais pour moi c'est une conséquence de notre but. Et justement, ce sacrifice, l'une des conséquences, c'est le bonheur quand je contribue à ce bien, c'est comme ça que je perçois le bonheur. Je crois que je devais le dire après, mais c'est pas grave, j'ai pris un argument, ce n'est pas un grand problème. Mais justement, la manière dont les épicuristes voient le bonheur, ce n'est non pas comme le fait de se laisser submerger par ses plaisirs et de vivre en permanence, on va dire dans l'esclavage à ceci, mais c'est plutôt dans la modération de ses plaisirs. C'est quelque chose qui est important à prendre en compte, et justement, dans la plupart des éléments de la vie, effectivement, cette modération que l'on recherche, cette modération qui nous permet d'arriver à une conséquence positive. Si je fais en permanence la même action, je vais finir par m'y habituer. C'est justement en modérant mon plaisir que je vais rester en permanence dans un état de plaisir quand je vais répéter cette action. En tout cas, quand je vais la faire. Si justement je parle de répétition, ça veut dire que une fréquence suffisamment élevée qui fait que justement on a tout de même certaines capacités d'adaptation. Donc ça, ce serait pour l'épicurisme. On pourrait également parler du platonisme, dont le but, qui définit le but de la vie non pas comme la quête du bonheur, et donc vous voyez également le bonheur comme une conséquence, mais qui voit justement le but de la vie comme la quête de la vérité et de la sagesse. Je ne vais pas revenir sur la définition de la sagesse, mais on voit que ça entraîne forcément des actions différentes. Si le but est de modérer les plaisirs, je vais tout de même leur laisser une part suffisamment importante. Si tout le but de ma vie est la quête de la sagesse, le plaisir n'a pas forcément une très grande importance dans ma vie. On peut également parler de l'hédonisme, où là, le but c'est effectivement de maximiser les plaisirs en effectivement mettant en place des actions qui sont plaisantes, mais également en réduisant un maximum les souffrances. Et donc de ce point de vue-là, on peut faire un lien avec l'épicurisme, où effectivement, il faut tout de même s'exposer à une certaine souffrance pour pouvoir s'y habituer et la réduire dans notre vie, et également pour que les plaisirs soient suffisamment intéressants. Maintenant, quand on parle d'hédonisme souvent, et qu'on parle de réduire la souffrance, c'est plutôt en l'évitant, plutôt en s'y confrontant pour s'y habituer. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et ensuite, on pourrait parler du pragmatisme. Pour le coup, la définition est plutôt facile. C'est un mot que l'on utilise très souvent dans le français, c'est effectivement chercher l'efficacité dans chaque action et donc contribuer de manière pas forcément matérielle, mais de contribuer dans chaque action. C'est un peu lié à l'utilitarisme, mais souvent l'utilitarisme on le définit plutôt comme la quête du bonheur collectif. On va dire que je suis un peu entre l'utilitarisme et le pragmatisme. Maintenant, si je dois parler de la manière dont la philosophie influence la manière dont on voit le monde, et pas forcément dont on agit dans le monde. Alors je pense qu'on peut faire effectivement la distinction entre la vision religieuse et la vision séculaire de ce point de vue-là, et elle est extrêmement intéressante. L'une de mes lectures du moment, c'est L'Homme-Dieu de Luc Ferry. L'Homme-Dieu ou le sens de la vie, par ailleurs, c'est ça le titre complet. Alors le livre, je crois qu'il est plutôt vieux. Mon objectif en lisant ce livre, c'est pas forcément d'apprendre
sur le sens de la vie, j'ai ma réponse. Maintenant, effectivement, il y a forcément toujours moyen d'améliorer ma réponse et peut-être de me rapprocher de la vérité. Mais c'était pas forcément l'objet de ma lecture, c'est plutôt la première partie de l'homme-dieu. Elle est vraiment très intéressante. Donc, dans ce livre, Luc Ferry fait une distinction qui est extrêmement importante entre le moment où la religion était majoritaire et le monde actuel. Alors, je ne sais pas encore une fois quand est-ce que le livre a été écrit, en tout cas le monde dans lequel l'athéisme se propage et devient majoritaire, comme il l'est actuellement. Majoritaire, non, mais en tout cas extrêmement développé. Remarque peut-être majoritaire, mais j'ai un doute tout de même. En tout cas, dans les sociétés occidentales, effectivement, dans les sociétés orientales, il est quand même beaucoup moins développé. Donc, la distinction principale, c'est la notion de finalité et de sacrifice, justement, dont je parlais. C'est-à-dire que je vais effectivement me baser sur mon opinion personnelle, mais pour l'instant, je vais tout de même rester sur ce qui est dit dans le livre. Luc Ferry parle donc justement, initialement, de la période où Dieu était notre fin. Dieu était le but vers lequel on orientait nos actions. Et l'une des choses qui était extrêmement importante de ce point de vue-là, c'est que le sacrifice de soi était extrêmement répandu. Mon intérêt importait peu, c'était plutôt celui de Dieu, et donc du bien commun, on pourrait dire. Et ça, c'est justement une notion de transcendantalité qui est extrêmement répandue. On pourrait dire également d'un point de vue séculaire que on peut transcender un humain par un concept qui le dépasse. Il n'y a pas que Dieu qui dépasse l'humain. Il y a par exemple des systèmes dans lesquels s'inscrivent beaucoup de personnes. Et l'une de ces choses, c'est par exemple la nation. Patrie. Quand on partait en guerre, on parlait de patrie. Dans le champ militaire, cette notion elle est extrêmement répandue. Si je meurs pour la patrie, par exemple, ce sont des phrases qui sont extrêmement répandues. Maintenant, dans le monde dans lequel on vit, et particulièrement dans les années qui ont suivi la publication de livres, c'est quelque chose que je dénonce, mais qu'importe, on vit justement dans un monde où la transcendantalité, elle diminue de plus en plus. Dieu est mort, comme dirait Nietzsche, et également, le concept de patrie est mort. Donc ce qui reste, c'est quoi? C'est l'homme. Et si on veut se rattacher à quelque chose qui nous transcende, car c'est comme ça qu'on fonctionne l'humain, eh bien ce qui va transcender l'humain, c'est l'humain. Et on pourrait dire que ça n'a pas trop de sens, mais on va tout de même se rattacher à cette idée. Et c'est comme ça que justement des mouvements comme le wokisme émergent. Et le fait est que, en considérant que, alors premièrement, c'est très arrogant de se mettre dans une position de transcendantalité, effectivement, on se met à la place de Dieu, on pourrait dire, ou de quelque chose en tout cas qui nous dépasse. Or, nous sommes ce que nous sommes, et nous ne sommes pas quelque chose qui nous dépasse, ça n'a aucun sens. Mais qu'importe. Mais si nous sommes notre propre finalité, eh bien ça crée forcément une grosse différence dans la manière dont on va agir. C'est-à-dire que si la finalité de ma vie c'est Dieu, je vais agir pour Dieu. On peut prendre l'exemple du Nouveau Testament, ou en tout cas simplement de la doctrine catholique ou chrétienne. Je suis moins à l'aise avec le protestantisme, je dois bien l'avouer, mais je pense que c'est quand même similaire. C'est justement l'amour du prochain. Je pense que c'est partagé par les protestants. Ils disent, ils reconnaissent le Nouveau Testament, tout comme les catholiques. Mais c'est ce sens d'amour du prochain qui est extrêmement mis en avant. Et c'est donc de vivre pour le prochain, on pourrait dire, de vivre pour Dieu. Il y a, je crois bien, des passages dans l'Évangile où justement, quand certains saints ont aidé les dieux, ont aidé des pauvres, pardon, justement, Jésus dit j'étais pauvre, tu m'as habillé, j'étais pauvre, tu m'as donné de l'argent, j'avais faim, tu m'as nourri, et j'étais nu, tu m'as habillé. Alors là, je ne saurais pas le situer, je crois bien que c'est dans l'Évangile de Saint Matthieu, mais je ne préfère pas m'avancer. Donc, c'est une notion de sacrifice de soi qui est extrêmement importante, qui est extrêmement répandue. Et donc justement, si on analyse le texte de l'Évangile, ce texte en tout cas, eh bien justement, si j'agis pour autrui, j'agis pour Dieu. Maintenant, si je suis mon propre Dieu, si moi Thomas Lédé suis Dieu, je vais agir pour moi. Et justement, ça fait que le sacrifice de soi n'a plus aucun sens,
Et donc, je vais tout faire pour me faire du bien. Et donc, justement, la quête de la vie, maintenant, sera celle du bonheur. Et donc, justement, quand cette transcendantalité n'existe plus, on va se définir comme notre propre fin, et le bonheur sera notre objectif, et on sera, comme on l'est actuellement, dans une société de plus en plus individualiste. Donc, encore une fois, la philosophie est extrêmement importante. Donc, si je dois résumer ma réflexion sur l'homme-dieu, par ailleurs, c'est ma lecture du moment, je suis à la moitié du livre, donc j'ai peut-être commis des erreurs sur l'interprétation, mais j'ai l'impression que c'est quand même bien ça, et pour ceux qui ont lu le livre en intégralité, ce qui sera bientôt mon cas, n'hésitez pas à me faire un commentaire. Donc, si simplement on a un point de vue séculaire et que rien ne nous transcende, nous sommes notre propre fin. Et donc le but de la vie, c'est le bonheur. Si on ne croit pas en Dieu, mais on croit tout de même à une transcendantalité, avec des concepts comme la patrie, notre but sera le sacrifice de soi pour édifier ce qui nous transcende. Par contre, si on est religieux, on va encore une fois se sacrifier pour quelque chose qui nous transcende, Dieu. Voilà. Maintenant, on va attaquer la troisième partie de ce cours. Troisième partie qui va parler tout simplement de la philosophie et de l'impact sur les choix dans notre vie. Toutes les parties sont tout de même plutôt proches, je dois bien l'avouer. On reste dans le caractère pratique et l'action. Cette troisième d'ailleurs et dernière partie de ce cours. Ensuite, on aura la conclusion, 5 parties au total, si on compte l'introduction et la conclusion. Donc, premièrement, je voulais commencer par effectivement l'alignement des actions par rapport à notre vision de la vie, donc notre vision philosophique, on va dire, des actions qui sont les nôtres. La première chose qu'il faut prendre en compte, c'est que la philosophie, elle permet de donner un sens des priorités à nos actions. Par ailleurs, je tiens à dire, cette partie sera plutôt courte par rapport aux autres. J'ai quand même dit beaucoup de choses auparavant, et j'ai pas envie de me répéter. Donc les parties se ressemblent, et justement, je vais essayer d'éviter la répétition. Donc ce qu'il faut prendre en compte, effectivement, c'est que, eh bien, simplement, les priorités, c'est nous qui les définissons par rapport à un système de valeurs. Je peux refaire lien avec les philosophies que j'ai mentionnées auparavant. Dans un point de vue simplement hédoniste, le plaisir il sera extrêmement haut dans l'ordre des priorités. Et justement, la sagesse sera extrêmement bas. Ce sera plutôt l'inverse avec une philosophie platoniste où sagesse sera beaucoup plus haute et le plaisir beaucoup plus bas. Et on pourrait justement argumenter de ce point de vue-là que la conséquence de la sagesse, c'est le plaisir, par exemple. Et c'est justement des altercations qui peuvent avoir entre ces deux groupes de pensée. Donc, effectivement, si on veut agir, il faut avoir un système de valeurs bien défini et savoir ce qui compte le plus pour nous. Et ensuite, on pourra mettre en place les bonnes actions. Si on a un choix à faire, on saura laquelle sera la première à implémenter. Je dirais également qu'il existe un impératif, je ne veux pas dire moral, dans ce cas personnel, à agir en fonction de nos valeurs. Premièrement, l'être humain cherche toujours à se rattacher à quelque chose de stable. Le monde dans lequel on évolue, il est extrêmement dynamique. Et nous sommes dans ce monde. Et si on veut éviter d'avoir cette anxiété, on va dire, par rapport à celui-ci, la vérité, c'est l'une des stabilités, justement, que l'on cherche. Et justement, eh bien, avoir ce système de valeurs bien défini, ça permet de nous ancrer dans ce monde, de trouver notre place et d'éviter cette peur par rapport au grand vide, on va dire, qui pourrait nous entourer. Également, je vais faire là plutôt une liste de bénéfices en réalité de l'intérêt de cet impératif personnel, parce que qui promeut justement cet impératif personnel. C'est également que dans un groupe, ça permet d'avoir cette individualité, de ressortir. Et c'est quelque chose d'important en réalité, c'est que de ne pas se laisser submerger, de savoir ce qui compte pour nous et de mettre en place ces actions. Alors, ça peut être dans notre système de pensée, par exemple, d'agir plutôt. Mon objectif, c'est d'agir pour le groupe,
Maintenant, je sais que si le groupe ne pense pas comme moi, je vais tout de même agir pour le groupe. Même si tout le groupe dit il faut agir de manière individualiste, mon objectif prime, c'est celui de contribuer au bien collectif. Donc, c'est justement ce qui va me créer une certaine individualité dans la situation dans laquelle je suis, et par conséquent, eh bien, je vais pouvoir m'élever de ce point de vue-là, et ensuite, peut-être me développer vers d'autres groupes. Également, il guide nos interactions avec les autres humains, la manière dont je vais communiquer avec mes amis ou mes collègues au travail, forcément va être impacté par mon système de valeurs. Également, si on est dans une cohérence par rapport à ma pensée, je considère que le bonheur est une conséquence et non pas une fin en soi. Et justement, je pense que le bonheur, ce que j'ai dit auparavant, c'est ce qui émerge du fait d'agir vers le bien. Ce n'est pas une somme de plaisir, c'est le fait de contribuer au bien. De ce point de vue-là, justement, si je sais que mes actions, et c'est justement le lien avec la notion d'impératif moral que je souhaite un peu éviter, si j'agis en fonction de ma pensée, et que donc je contribue à ce bien, ce qui est en réalité l'objectif de la plupart des courants philosophiques, alors je vais pouvoir évoluer vers justement le bonheur. Maintenant, si le bonheur est pour moi une fin en soi, effectivement, il est plutôt compliqué de considérer que agir pour le bonheur va m'apporter le bonheur. Comment est-ce qu'on agit pour le bonheur? En réalité, des philosophies comme l'hédonisme, elles disent par le plaisir, c'est un peu contredit par la neuroscience, mais on va dire que c'est possible, et donc effectivement, qu'on peut agir vers le bonheur. Pourquoi je dis que c'est un peu contredit par la neuroscience? Notamment par l'adrénaline, la dopamine par exemple, à laquelle simplement on s'habitue, avec une répétition et une exposition, voilà, répétée à un certain stimulus. Alors ce stimulus devient pour nous habituel, et donc par conséquent, les conséquences sont de moins en moins grandes. En réalité, si on répète l'action, c'est plutôt par habitude que par plaisir. Et donc, bonheur, on va dire. Après, effectivement, c'est la définition du bonheur, c'est un état de plaisir permanent. Si on est en permanence en train de se faire plaisir, on peut dire qu'on est heureux. Bon, qu'importe. Vous avez pu comprendre que ce n'est pas ce que je partage comme philosophie, mais je voulais tout de même le présenter. Maintenant, effectivement, bon, j'ai un peu étalé ma vision du bonheur. Je vais tout de même, je tiens à le dire, faire un cours sur le bonheur. Ça fait partie des projets. C'est une notion qui est tout de même un peu compliquée, effectivement, qui est plutôt subjective, plus que le caractère pratique de la philosophie. On en convient, mais de toute façon, effectivement, je l'ai mentionné en début de vidéo, mon objectif, c'est tout de même de présenter mes opinions personnelles. Maintenant, également, on pourrait parler, et c'est ce avec quoi je vais conclure cette partie, et l'essentiel de ce cours, c'est des exemples de philosophie de vie qui sont extrêmement connus. Alors, j'en parle de trois. La première, c'est Carpe diem, cueille la vie. En l'occurrence, diem plutôt le jour, on pourrait dire par ailleurs. Mais si on cueille chaque jour, on cueille la vie. Philosophie de vie qui consiste à dire justement que c'est en cultivant l'instant présent, se concentrant un peu moins sur le futur, que l'on va pouvoir simplement vivre plus heureux. Et si justement c'est notre conséquence, notre volonté, justement, eh bien, on va pouvoir être aligné avec celle-ci. Et j'y considère que c'est effectivement la vraie sagesse. Je peux faire un lien, encore une fois, avec le livre de l'Ecclésiaste que j'ai mentionné auparavant. C'est justement l'une des conclusions qui est tirée à un moment. Effectivement, il y a ce lien avec le divin qu'il faut prendre en compte. Mais en tout cas, voilà, des phrases comme vin, tout est vin sous le soleil, c'est extrêmement dit. Rien n'a gagné sous le soleil, rien de nouveau sous le soleil, ce sont des phrases qui sont extrêmement répandues dans le livre de l'Ecclésiaste. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, c'est quelque chose de promu, notamment dans la religion du christianisme, bien qu'effectivement, il y ait tout de même cette notion de sacrifice de soi, donc de travail qui est extrêmement importante, mais également la notion que le présent est important. Maintenant, effectivement, il ne faut pas se dire qu'il n'y a que le présent qui compte, parce que sinon on oublie le futur. Le problème, c'est que le présent est court, le futur est bien plus long. Donc il faut également prendre cette notion en compte.
On pourrait également parler de l'amor fati, concept de Nietzsche, aime ton destin. Alors, Nietzsche, en l'occurrence, ne croyait pas en simplement cette notion de destin au sens déterministe, où il n'y a autre chose que je puisse faire, mais justement, par sa volonté puissante, qui est un concept qui lui est si cher, alors on va pouvoir s'émanciper et prendre le contrôle. Et c'est justement ça, aimer son destin pour Nietzsche, c'est se dire, j'ai des circonstances qui m'influencent, je ne veux pas qu'elles m'influencent, je prends le contrôle. Et par mes actions, j'embrasse la vie, j'embrasse certaines actions pour pouvoir me débarrasser de certaines conséquences, de mon environnement notamment. Et finalement, je pourrais terminer par les 4 nobles vérités du bouddhisme. Alors là, pour le coup, je vais beaucoup me référer à mes notes parce que le bouddhisme, j'ai un peu de mal quand même avec ces 4 vérités. En tout cas, la première, c'est la vérité, surtout avec les noms indiens, que je ne vais pas prononcer par respect pour la religion bouddhiste, mais la première, c'est simplement la vérité de la souffrance. Cette vérité de la souffrance, c'est notamment lié au caractère éphémère, temporaire de la vie, et c'est tout simplement une impermanence, selon eux, c'est une chose qui existe, et c'est comme ça. Et vous allez voir que la souffrance, elle est extrêmement... en fait, elle est au cœur de ces 4 nobles vérités, que justement toutes les actions doivent être mises en place pour éviter cette douleur, en tout cas la maîtriser pour ensuite devenir un Bouddha. C'est en tout cas, si j'ai bien compris la philosophie bouddhiste, ce que c'est. On a ensuite la vérité sur la cause de la souffrance. Les bouddhistes considèrent que, je suis plutôt d'accord avec eux par ailleurs, que la cause de la souffrance, c'est notre quête insatiable de plaisir, de désir surtout. C'est notre désir, parce que les plaisirs, souvent, les deux sont liés. Effectivement, c'est une chose que je combats énormément, la volonté de constamment se faire plaisir et de succomber à nos désirs. La troisième chose, c'est la vérité de la cessation de la souffrance. Si on considère que la cause de la souffrance, c'est justement nos désirs, eh bien, pour cesser cette souffrance, il faut cesser ces désirs. Donc ça, c'est lié à la 4e vérité, qui est la vérité du chemin de la cessation de la souffrance. Il y a une liste extrêmement grande de choses à faire, mais il y en a une de ces actions qui est la plus connue dans le bouddhisme, la méditation, pour atteindre la pleine conscience, et justement, ce qu'ils considèrent comme une pleine conscience juste, qui permettrait de se débarrasser de ses désirs, de cesser la souffrance, et de tendre vers, tout simplement, cette notion de Bouddha, et donc de divinité absolue, en tout cas d'essayer de devenir cette divinité. Encore une fois, si j'ai bien compris. Alors, j'ai fini avec ce cours. Normalement, je suis dans la durée, donc aux alentours des 1 heure, je dirais 1h10 à la manière dont j'ai parlé. C'est peut-être pas le cas, on verra si j'ai bon ou pas après le montage, qui ne va pas d'ailleurs être extrêmement poussé, hein, ce n'est pas l'objectif de cette chaîne, c'est une chaîne dont le but est d'apprendre et non pas de divertir, mais qu'importe. J'espère que ce cours aura été clair, j'ai essayé d'introduire beaucoup de notions sur le caractère pratique de la philosophie, c'est une chose à laquelle j'adhère énormément. N'hésitez pas dans les commentaires à me donner votre avis. C'est une première vidéo sur la manière dont je m'exprime, dont je me déplace. L'environnement, je vais essayer de l'améliorer. C'est effectivement un mur uniforme comme ceci, c'est pas forcément le meilleur décor. C'est un début. Sur la qualité de la caméra, la qualité du son également, n'hésitez pas à me faire un retour. J'ai encore une fois voulu donc essayer d'être le plus simple possible dans la manière dont je présente les idées. Je ne rentre pas trop dans le détail de certaines religions, je ne rentre pas trop dans le détail de certains courants philosophiques. Premièrement, parce que je n'ai pas fait les efforts, il faut le dire, en préparation des vidéos pour être capable de le faire. Et également, je pense que ce n'est pas ma volonté, c'est notamment pour ça que je n'ai pas mis en place ces efforts. Donc, j'espère que j'ai été suffisamment clair. Si de toute façon il y a des interrogations, vous avez mon article dans la description, que j'écris toujours sur le format d'Alexandrin d'ailleurs, il faut le noter. J'aime bien ce caractère poétique pour la philosophie, parce que ça permet de faire en sorte que certaines idées restent. C'est vrai que c'est plus difficile de le comprendre initialement, je pense, une pensée qu'avec des phrases normales, dirons-nous, maintenant, cette beauté, on va dire, qui fait partie de la française, je trouve, eh bien justement, elle permet de faire en sorte que l'idée reste. Et c'est quelque chose qui est très important à mes yeux.
Cela étant dit, j'espère donc que cette vidéo aura été claire. N'hésitez pas, que ce cours d'ailleurs aura été clair. N'hésitez pas à me mettre un commentaire pour plus de retours. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain cours et un prochain article. À bientôt.